Je me joins à toi pour remercier tout le monde de participer à ce nouveau webinaire. Je sais pas, ça fait une bonne dizaine maintenant qu'on organise depuis au moins depuis le confinement. Et puis bon, on voit que vous êtes on vient de passer la barre des 100 participants d'ailleurs. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre. Donc on vous en remercie. On a souhaité parler de la raison d'être parce que bon, c'est globalement un sujet d'actualité. On en a beaucoup entendu parler avec la loi Pacte notamment. Sujet d'actualité pour Ecodev aussi, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a formulé la nôtre récemment et notamment avec le lead de Morgane qui prendra la parole. Bonjour Morgane. Et donc, on a voulu réunir quelques personnes avec nous pour pouvoir apporter leur éclairage. Donc, Morgane pourra, dans un premier temps, nous parler de la construction de sa raison d'être avec un angle, on va dire, technicité de la chose. Et puis, bon, on a voulu réunir des entreprises engagées et notamment nos confrères de CIDIES et de Nortis, qui sont tout comme nous, des entreprises qui sont certifiées depuis quelques années Bicorp. Alors Bicorp, ça s'apparente à l'entreprise à mission, au moins l'entreprise à impact, qui demande notamment à ce que soit intégré dans les statuts de l'entreprise la prise en compte des sujets socio-environnementaux de l'ensemble de ses parties prenantes et qui demande aussi à ce qu'il y ait une charte d'interdépendance qui soit ratifiée. Donc, nous sommes 3 interdépendants autour de ce webinaire. Donc, je vous présente l'éminent Guillaume Muller, que je salue. Salut, bonjour à tous. Merci Benjamin d'être là avec l'actualité qui est la tienne. Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot sur CGS pour démarrer ou... Ouais, en 2 mots, on est une agence qui a été créée avec une brique culturelle particulière. Le fondateur, qui est encore le boss, a une formation d'historien. Et donc, on pilote l'agence avec vraiment cette espèce de schizophrénie qu'on essaie de réconcilier, qui sont le court terme et le long terme. Ça nous conduit à pas mal regarder la dévalorisation, la perte d'audience lente et irrésistible de la communication dans l'esprit des gens, et on pilote l'agence et notre travail est là-dessus, sur la restauration de la communication, rétablir la communication. Super, tu nous raconteras tout ça en seconde partie avec un angle plus justement communicant et faire adhérer, partager tous ces fruits de la raison d'être. Et également, nous avons avec nous l'excellent Thomas Brezard de chez Nortis. Merci beaucoup d'être là, Thomas. Ne me vends pas trop, après je risque de passer pour un mauvais, Benjamin. Bonjour à tous, et puis vraiment très heureux de partager ce moment-là avec vous, en espérant vous faire voir très concrètement ce qu'on essaie de mettre en place, mais en restant humble sur notre niveau de maturité. Le chemin est encore long pour nous tous, je pense, quand bien même on essaie d'être des entreprises engagées. Un petit mot sur Nortis pour qu'on... Je dirai tout à l'heure, parce que comme on va avoir pas mal de matière entre-temps, je préfère le garder pour le moment de l'intervention. Ça marche. Et bien de ce fait, on laisse la parole à Morgane qui va lancer la première partie. Bonjour à tous. Également, merci pour votre participation. Donc pour commencer ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ce concept de raison d'être, revenir un peu sur le contexte qui a amené la réflexion jusqu'à nous et voir comment est-ce qu'on peut, quelle est l'approche que l'entreprise peut adopter pour commencer à travailler sur sa raison d'être et la déployer au sein de son entreprise. Donc, pour commencer par le départ, donc on peut se demander d'où vient cette notion de raison d'être. Donc, ce que vous montre cette frise, c'est que c'est une réflexion qui existe depuis maintenant déjà une vingtaine d'années. Mais ce qu'il faut garder en tête également, c'est que on n'est pas sur une notion toute récente, puisqu'en 1920, on avait déjà Henry Ford qui nous parlait de raison d'être, avec une célèbre citation sur l'entreprise qui dit que l'entreprise doit faire des profits, bien entendu, sinon elle mourrait.
mais que si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourrait également car elle n'aurait plus de raison d'être. Apparemment, Morgane, excuse-moi, la frise n'a pas suivi. Alors, je ne sais pas si tu as bien pris la main sur le partage. C'est bon, ça y est, merci. Voilà. Merci Benjamin. Du coup, ce qu'on voit, c'est que dans ces 20 dernières années, on a eu différentes évolutions, différentes réflexions au niveau international dans différents pays sur ces thématiques. Dans les années 2000, on voit arriver bien sûr l'intensification des préoccupations liées à un développement durable et notamment à un développement durable des entreprises qui va se matérialiser avec par exemple le Pacte mondial des Nations Unies qui va permettre de réfléchir à comment les entreprises peuvent mieux prendre en compte leurs responsabilités sociales et tenir compte d'enjeux essentiels comme la corruption, les conditions de travail, les droits de l'homme. Toutes ces réflexions vont évoluer, vont mûrir dans les différents pays et on voit apparaître dès 2005 au Royaume-Uni un nouveau statut d'entreprise, les Community Interest Companies, qui vont proposer un statut d'entreprise en fait à mi-chemin entre les associations et les sociétés privées et qui vont permettre aux entreprises de définir, d'affirmer leur raison d'être d'intérêt collectif. Ce qu'on voit également, on voit également apparaître des réflexions de ce même type aux États-Unis, avec notamment la fondation de la communauté, dans la communauté B Corp dans les années 2000-2006. Donc là, l'objectif de cette communauté, c'est vraiment de réaffirmer la mission sociétale de l'entreprise, sa mission au cœur de la société, même pour et notamment pour les entreprises qui sont des entreprises à but lucratif, mais qui souhaitent tout de même progresser et démontrer leur impact positif sur la société. Et c'est des entreprises qui souhaitent également prouver que l'engagement n'est pas une barrière, n'est pas un frein à la performance de l'entreprise. Ensuite, on voit apparaître, ensuite dans les années, en 2017, avec la crise des subprimes, on a de nouvelles réflexions sur le rôle, la place de l'entreprise dans la société qui vont apparaître. Donc, à quoi sert l'entreprise? À qui est-ce qu'elle appartient? Et donc, on voit des mutations qui commencent à s'amorcer. On peut se demander quelle est la responsabilité. On se demande alors quelle est la responsabilité qui incombe aux actionnaires dans l'entreprise. Comment est-ce que doit se partager la richesse de l'entreprise. Et c'est dans ces questionnements interrogent vraiment le modèle de l'entreprise et sa place dans la société. Donc, on continue de voir cheminer cette idée d'entreprise à mission, d'entreprise qui a une raison d'être et qui doit avoir un intérêt collectif au-delà de sa performance économique. En 2014, on a ce statut-là qui est consacré dans la loi en France avec la loi pour l'économie sociale et solidaire et qui va permettre à certaines entreprises, à certaines sociétés qui le décident de concilier l'utilité sociale, la solidarité et la performance économique pour proposer un projet à utilité sociale tout en étant un projet économique viable qui va permettre de pérenniser l'impact positif de l'entreprise. La finalité n'est plus uniquement le profit, la rentabilité de l'entreprise, mais c'est vraiment de faire vivre un projet qui va avoir un impact sur la société. Ensuite, au niveau international, de manière un peu plus transversale, on a en 2015, bien sûr, la publication des objectifs de développement durable établis par les membres des Nations Unies qui vont nous donner un peu des objectifs généraux sur des thématiques transverses, des objectifs à atteindre par les entreprises à horizon moyen terme, dans l'idée que les entreprises aient des objectifs concrets pour œuvrer pour un monde meilleur et pour un monde plus durable. Et c'est dans tout ce contexte qu'on a fini en France par arriver donc à cette nouvelle loi publiée donc l'année dernière au printemps 2019, la loi Pacte.
Donc, la loi Pacte, elle s'est inspirée notamment sur certains points, notamment sur la partie raison d'être. Elle a été inspirée par un rapport d'études nommé le rapport Sénart-Nota, qui était un rapport donc de recherche qui a été rédigé par le président du groupe Michelin et l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, qui est aussi présidente de Vigéo. L'objectif de ce rapport, c'était de réfléchir au rôle de la société, au rôle de l'entreprise dans la société française. Et ce rapport nous apprend énormément de choses sur la place de l'entreprise et la perception qu'elle peut avoir aujourd'hui dans les esprits. Donc, quelques conclusions, pour passer sur quelques conclusions de ce rapport. Donc, ce rapport nous montre notamment que la société aujourd'hui, que les entreprises aujourd'hui s'inscrivent souvent dans une logique court-termiste, qu'elles ont été fortement influencées par la financiarisation de l'économie. Ce rapport nous apprend également que si le rôle premier de l'entreprise n'est pas la poursuite de l'intérêt général, une entreprise existe à la base pour générer de la richesse au bénéfice des associés. Donc, si son rôle premier n'est pas la poursuite de l'intérêt général, l'entreprise contribue tout de même à un intérêt collectif. Et justement, sur ce point-là, il y a des attentes croissantes de la société sur l'impact sur l'intérêt collectif, sur l'impact collectif généré par l'entreprise, avec notamment l'essor des défis environnementaux comme le réchauffement climatique ou des défis également sociaux. Donc vraiment, la conviction portée par ce rapport qui a été présenté au ministre de l'époque, c'est que le gouvernement d'entreprise, la direction de l'entreprise doit incorporer ces considérations au-delà de sa rentabilité, doit intégrer toutes ces considérations dans sa stratégie d'entreprise. Et c'est là que rentre en jeu la raison d'être. La raison d'être va permettre d'exprimer ce qui est indispensable à la société pour remplir son objet social. Ça va être un guide, ça va être un cap qui va permettre à l'entreprise de déterminer les orientations stratégiques de son activité et les actions qui vont en découler. Donc, ce rapport a fortement inspiré la loi Pacte. La loi Pacte, qui est une loi qui propose différentes mesures, notamment qui ont attrait à la simplification de l'économie, mais qui a notamment un objectif particulier de redéfinir, retravailler sur la raison d'être des entreprises dans notre société. Et du coup, qu'est-ce que nous propose la loi Pacte sur ces sujets? Elle va nous proposer 3 choses. Dans un premier temps, une mesure qui peut paraître assez symbolique, mais qui est néanmoins un signal fort qui est envoyé aux entreprises. Donc, dans un premier temps, la loi Pacte va proposer la modification, l'évolution du Code civil sur la finalité, la définition de ce qu'est une entreprise. Donc, la finalité d'une société se définissait jusqu'à présent comme une société était créée pour réaliser un bénéfice ou une économie profitant aux associés. Et donc, la loi Pacte nous permet de faire évoluer cet article du Code civil en intégrant le fait que les entreprises doivent désormais prendre en compte, en plus de l'intérêt généré pour les associés, doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité. Donc là, on est vraiment sur une consécration des enjeux de RSE dans la loi pour l'ensemble des entreprises. La deuxième brique qui est proposée par la loi Pacte sur ces sujets, ça va être de travailler, oui, un livre, Code civil. Est-ce qu'il a été réédité? C'est la nouvelle version? Oh, j'arrive pas à lire.
L'idée de proposer cette seconde brique, c'est que les statuts officiels puissent intégrer une raison d'être qui va constituer les principes dont la société se dote pour définir sa trajectoire, pour définir sa mission et son ambition. La troisième brique qui va être proposée par la loi Pacte, ça va être d'aller plus loin et de devenir, et pour les entreprises qui le souhaitent, pour les entreprises volontaires, la possibilité de devenir société à mission. Donc là, c'est un nouveau statut à mi-chemin. Donc, on revient dans l'idée des Community of Interest Companies qui a été initiée au Royaume-Uni en 2005. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer un statut entre l'entreprise classique à but lucratif et l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, où on va pouvoir être une entreprise à but lucratif et quand même réaffirmer sa mission au cœur de la société. Cet outil de société à mission a pour objectif de mettre en marche, de mettre en mouvement les entreprises vers la raison d'être. Et du coup, ce statut va proposer un dispositif avec des critères à respecter pour s'assurer que l'entreprise mette en place les mesures et les actions nécessaires pour parvenir ou du moins se rapprocher de sa raison d'être. On peut se demander quels sont les bénéfices de cette démarche. Ça m'amène à faire un lien avec le baromètre RSE qui a été qu'on a publié en février de cette année. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer aux différents événements de présentation de ce baromètre. Mais donc, on a réalisé une étude diffusée par Occurrence auprès de plus de 1000 salariés d'entreprises privées. Et ce baromètre révèle notamment que seulement 15% des salariés parmi les répondants pensent que la RSE a transformé leur entreprise en profondeur et que la RSE s'est intégrée dans les choix stratégiques de l'organisation. Et c'est là que la raison d'être devient intéressante puisque la raison d'être apparaît comme un nouvel outil pour vraiment ramener les enjeux RSE de l'entreprise, sa mission sociétale au plus haut niveau, vraiment réintégrer ces enjeux donc au plus haut niveau de l'entreprise et les associer à la stratégie de développement de l'entreprise. Contrairement à une politique RSE également qui peut parfois paraître complexe, parfois paraître lourde, difficile à appréhender, la raison d'être, ça va être un outil synthétique, une phrase souvent, parfois un paragraphe, qui va être facilement mémorisable, accrocheur, et qui va permettre de mobiliser plus facilement les parties prenantes autour de cette vision qui va être matérialisée. Donc, les bénéfices qu'on peut voir dans cette démarche, ça va être bien sûr, donc, comme on vient de le dire, de formaliser, de pérenniser l'ambition de l'entreprise au-delà des individus qui la dirigent, puisqu'une entreprise peut avoir une ambition qui lui est propre, au-delà de l'ambition de ses associés, au-delà de l'ambition de sa direction. Comme on vient de le dire également, d'identifier une vision de long terme qui va être claire, synthétique, et qui va permettre de mettre en mouvement. La raison d'être va également être un outil de décision pour orienter la stratégie, aussi bien la stratégie de développement que la stratégie RSE. Elle va pouvoir permettre de prioriser notamment les prochaines étapes de l'entreprise. C'est également la raison d'être, c'est également un outil qui va pouvoir permettre de travailler sur sa politique RSE, peut-être de recentrer sa politique RSE sur l'essentiel et de communiquer tout ça plus facilement auprès des parties prenantes. Donc, ce qu'on a pu observer également dans ce baromètre RSE qui a été publié auprès de ces plus de 1000 collaborateurs,
c'est que les intentions de l'entreprise qui se lance dans la raison d'être sont souvent à clarifier et à expliquer aux collaborateurs. En effet, ce qui ressort dans l'enquête, c'est que 33% des répondants pensent que la finalité de l'entreprise est avant tout d'être rentable et que la raison d'être est simplement une opération marketing. Donc, on voit bien là qu'il y a vraiment un risque d'utilisation de la raison, de mauvaise perception de la raison d'être, un risque de peut-être se voir accusé par certaines parties prenantes de greenwashing. Et c'est pour ça qu'on a voulu réfléchir à quelques règles d'or avant de se lancer, pour faire en sorte, pour veiller à ce que la raison d'être ne soit pas uniquement perçue comme un outil de communication. Donc pour nous, donc bien sûr à titre personnel, enfin à titre personnel d'EcoDev, mais voilà, avant de se lancer, donc ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir une volonté exprimée de générer un impact positif sur la société, une volonté exprimée de l'entreprise ou de la direction, d'avoir vraiment cette dynamique portée par la direction, pas uniquement par une direction RSE par exemple, d'avoir vraiment une envie, cette résolution de se fixer un cap ambitieux pour mettre l'organisation en mouvement vers un intérêt collectif. Et à minima, soit d'avoir déjà commencé à travailler sur ces thématiques, d'avoir déjà commencé à travailler sur ces sujets, ou si ce n'est pas le cas, de prévoir d'y allouer des ressources significatives pour crédibiliser la raison d'être. Ensuite, ce qui va être vraiment important, là ça va plus être dans la phase de déploiement, mais ça va être de communiquer et d'expliquer, d'être transparent, comment est-ce que ça a été fait, pourquoi, et vraiment expliquer. Mais là, je pense qu'il y a Guillaume qui reviendra là-dessus plus tard. Donc, ce qu'on vous propose ensuite, c'est de passer aux différentes étapes à l'approche qui va permettre d'identifier sa raison d'être. Donc, bien sûr, il y a plusieurs méthodologies, plusieurs cheminements possibles. Mais nous, la façon dont on le voit, c'est vraiment de partir sur une approche en 4 étapes où on va être sur une première phase d'introspection. L'idée, c'est vraiment d'identifier pourquoi l'entreprise veut initier cette démarche, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. On va avoir une seconde phase de co-construction. L'idée, c'est vraiment d'embarquer les équipes, de les inclure à cette réflexion. On va avoir une troisième phase de test et de consultation. L'idée, c'est vraiment là de réfléchir à être sûr de choisir la bonne raison d'être, de la tester, de vérifier qu'elle soit compréhensible par ses parties prenantes, qu'elle englobe vraiment toute l'activité de l'entreprise. Et enfin, une dernière phase de diffusion, donc voir comment la faire connaître auprès de ses collaborateurs, auprès de ses parties prenantes, comment la faire vivre et mettre l'entreprise en mouvement autour de ces thématiques. Je ne vais pas forcément rentrer en détail, mais dans cette approche, mais l'idée, l'objectif de la phase d'introspection, c'est vraiment définir les grandes lignes qui permettront ensuite d'orienter le projet. Peut-être déjà l'ADN, les valeurs qui sont communiquées déjà par l'entreprise, les convictions de la direction. L'objectif de la seconde phase ensuite pour embarquer les équipes, ça va être de définir les valeurs qui sont partagées, aussi bien par la direction que les collaborateurs, de trouver des tendances, des idées fortes qui reviennent auprès des collaborateurs sur la mission de l'entreprise. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de travailler avec les collaborateurs sur les valeurs partagées, sur les valeurs qu'ils partagent et sur leur vision du modèle d'affaires de l'entreprise. Ensuite, l'idée de la troisième phase, c'est vraiment d'alimenter la réflexion, de la challenger, d'ajuster la raison d'être si besoin. Donc là, il va y avoir une première phase d'identification des parties prenantes qu'on souhaite bien sûr intégrer ou pas dans le projet, à quel niveau est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut se cantonner vraiment à une réflexion interne, est-ce qu'on veut inclure des parties prenantes externes dans cette réflexion.
Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est bien sûr le fait d'inclure des parties prenantes internes, ça va bien sûr être une première étape et c'est bien sûr une étape essentielle. Mais ça peut être intéressant de soumettre juste avant la phase de validation de la raison d'être, de soumettre cette raison d'être, par exemple aux clients, à vos fournisseurs, pour voir comment est-ce que ça résonne en eux, quels sont leurs retours, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent, est-ce que c'est clair, est-ce que pour eux c'est en lien, ça va être en lien avec votre activité. Et ensuite, bien sûr, la dernière phase sur la diffusion. L'objectif d'une raison d'être, ce n'est pas juste de s'arrêter là, ce n'est pas juste d'avoir formulé une belle phrase, mais ça va être bien évidemment de mettre les parties prenantes en mouvement vers cette vision. Donc pour ça, l'idée, ça va être de définir une feuille de route avec des objectifs pour la déployer dans les différents métiers, de définir un plan de communication en interne pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Et la dernière étape, si l'entreprise le souhaite, de s'engager vraiment dans la démarche pour devenir entreprise à mission. Donc, sur la phase d'introspection, quelques grandes questions à se poser durant cette phase. Donc, bien sûr, la question la plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cela, pourquoi cette entreprise, pourquoi cette entreprise, quelle est l'ambition de l'entreprise à moyen, à long terme. En quoi cette ambition, est-ce qu'elle est importante pour la direction, pour les collaborateurs, et à quoi ressemblerait le monde, ou alors tout simplement, pour être moins ambitieux, le secteur d'activité, si ce projet d'entreprise précis n'existait pas. L'idée, c'est vraiment de creuser et de se poser toutes ces questions. Sur la phase de co-construction, différents outils peuvent être disponibles. On peut avoir bien sûr des entretiens avec les interlocuteurs. On peut mener des ateliers. On a aussi des outils en ligne, des outils d'enquête qui vont permettre de travailler là-dessus et de collecter un plus grand nombre de retours des collaborateurs. Mais un outil qui nous semble intéressant à réaliser avec les collaborateurs lors d'ateliers, c'est vraiment d'essayer d'identifier le modèle d'affaires. Donc, on a représenté via ce schéma, bien comprendre pour les salariés l'activité de l'entreprise, les valeurs et les convictions, les ressources qui permettent à l'activité de fonctionner et bien évidemment les impacts de l'activité, les principaux impacts aussi bien négatifs que positifs de l'activité sur la société. Bien comprendre quelles vont être également les tendances dans ce secteur, les opportunités, les tendances en termes de développement, d'innovation, peut-être les tendances également en termes réglementaires. Et une fois qu'on a compris un peu tout cet écosystème, comprendre, essayer d'identifier ensemble avec les collaborateurs vers où va l'entreprise, quelle est l'ambition de long terme. Dans la phase de test et consultation, c'est vraiment ce que je vous ai dit. L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur la perception de ce premier draft de raison d'être auprès de vos parties prenantes, et peut-être aussi de les interroger pour rentrer plus dans le concret et les interroger sur comment est-ce qu'ils la voient se concrétiser, quelles sont si la raison d'être est celle-là, quelles sont leurs attentes envers l'entreprise. Donc voilà un peu pour ces différentes approches, pour la méthodologie, pour commencer à initier cette démarche au sein de votre entreprise et pour voir quels sont les grands questionnements à aborder. Pour matérialiser tout ça, peut-être quelques exemples assez rapidement. Donc là, on est parti sur le secteur de l'alimentaire. Donc, ce qu'on voit dans une entreprise comme Björk, par exemple, donc la raison d'être qui a été définie, ça va être de recréons par l'alimentation le lien entre l'homme et la nature.
Sur Nutri-7, on va être sur nourrir les populations vulnérables et particulièrement les enfants souffrant de malnutrition dans les pays en développement. Sur Danone, sur Carrefour, là Carrefour c'est plus un paragraphe, c'est pas une phrase, mais c'est vraiment le paragraphe qui sont inscrits dans leur statut. Donc notre mission est de proposer à nos clients des services et des produits et une alimentation de qualité accessible à tous à travers l'ensemble des canaux de distribution. Donc là, on voit vraiment comment ces différentes entreprises qui travaillent sur un même secteur, un secteur élargi, qui n'ont bien sûr pas du tout les mêmes activités, mais comment est-ce qu'elles vont pouvoir se différencier, quelle va pouvoir être l'essence, l'orientation de leur activité. Et sur Danone, enfin, pour finir, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre à travers des marques pionnières. Donc voilà, je pense qu'on va passer pour ces exemples. Et peut-être sur la partie raison d'être, Benjamin, est-ce que tu veux prendre la parole? Très rapidement pour pouvoir maîtriser le timing et laisser intervenir Thomas et Guillaume par la suite. Donc juste en quelques mots, vous avez, ou plutôt en un visuel d'ailleurs, vous avez la représentation de la raison d'être qu'on a définie en début d'année avec le lead de Morgane, comme je le disais tout à l'heure. Et globalement, on l'a vraiment considéré comme étant la colonne vertébrale de notre politique RSE qu'on avait déjà formalisée, qu'on a actualisée sur les 3 piliers que vous voyez ici. Donc, il y a eu un gros travail aussi d'effectuer, on ne voit pas forcément là, mais sur le modèle d'affaires de l'entreprise ici. CF, notre rapport RSE pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Merci Benjamin. Je pense que c'est terminé. Juste pour l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure dans la partie, dans les différentes étapes, pour aller plus loin, après l'idée c'est vraiment de se fixer des objectifs, des engagements, une feuille de route pour atteindre cette raison d'être et pourquoi pas devenir société à mission. Voilà pour cette partie. Merci Morgane. Je vais reprendre rapidement la main parce qu'il y avait une question qui est ressortie dans la conversation, notamment sur la différence entre la raison d'être et la plateforme de marque. Si c'était la même chose, est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Je crois que Benjamin, tu as potentiellement… Oui, j'ai même un visuel que je peux présenter. Juste à partager l'écran, Thomas, c'est bon? Oui, tout à fait. Je partage alors. Hop, et comme ça, en plus, je suis ravi que cette question soit posée, puisque ça nous permet de faire un clin d'œil à Anne-France Bonnet de chez Nueva Vista, qui est également un partenaire historique et qui avait, pour lui rendre l'honneur, composé ce slide et qu'on connaît très bien aussi avec CJS qui la côtoie au quotidien. Coucou Anne-France. Et donc pour répondre à la question, vous avez ici en fait la raison d'être comme étant sur le même principe que le triptyque développement durable où le développement durable est justement à la rencontre des chemins entre l'économique, le social et l'environnemental. Pour la raison d'être, vous avez un peu la même chose entre la plateforme de marque, alors qu'elle soit au sens marketing ou au sens ressources humaines, au sens aussi juridique via son objet social, la culture de l'entreprise et tout simplement les respects de la juridiction, de sa stratégie au sens vraiment business model de l'entreprise, sa vision et sa composante RSE. Et justement, ça sera un très bon tremplin avec Guillaume par la suite. Quel est le storytelling qu'on va mettre derrière et le manifeste qu'il y a derrière cette raison d'être. Merci. Alors, à moins que vous ayez vu des questions urgemment à prendre maintenant, moi, ou des compléments. J'en voyais une éventuellement qui me semble importante, et c'est, je crois, d'ailleurs la dernière qui a été posée pour que ce soit clair, parce qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment sur le sujet, c'est la différence entre une entreprise à mission et une société à mission. Et c'est peut-être bien d'y répondre maintenant, puisque Morgane vient de présenter toute la réflexion autour de la démarche. L'entreprise à mission, c'est une démarche qui vise à faire de l'entreprise ce que Morgane a présenté, c'est-à-dire une entreprise qui dépasse ses engagements RSE pour graver dans le marbre en quoi son activité a une utilité, une finalité à visée sociétale, ou en tout cas avec une contribution
sociétale positive. La société à mission, c'est un statut juridique qui n'est pas une fin en soi et qui impose de faire certaines choses que la démarche d'entreprise à mission, elle, n'impose pas, mais qui sont des figures importantes de la démarche. Une dernière petite subtilité, c'est que dans la loi telle qu'elle a été définie, et Morgane, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que la société à mission, dans la société à mission, la raison d'être à définir, on n'a pas d'obligation d'y intégrer des finalités sociales, environnementales. Oui, non, c'est une raison d'être qui précise en impact, l'impact que veut avoir l'entreprise pour un intérêt collectif, un bien commun. C'est vrai qu'il n'y a pas de notion de société, de social ou de Voilà, donc l'entreprise à mission, c'est une démarche et la société, c'est bien un statut juridique à part entière. Et mine de rien, ça faisait 200 ans que le droit des sociétés n'avait pas bougé, donc c'est quand même une sacrée nouveauté. Voilà, je voulais juste répondre à ça. Clairement. Merci Thomas. Merci. On fait la transition vers Guillaume pour voir comment créer l'adhésion et puis faire adhérer et susciter l'intérêt autour de la raison d'être. Avec grand plaisir. Allez, Merci à toi, Benjamin. Guillaume. Merci. Top chrono. D'abord, je veux remercier Morgane. C'était très agréable. Je veux m'excuser, j'ai mal montré le code civil. Le hasard fait que je suis dans la salle dans laquelle révise ma fille qui est étudiante en droit. Et effectivement, dans ce code civil, l'article 2833, la loi Pacte est intégrée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc aujourd'hui, les promos entières d'étudiants en droit en France et en Navarre, confinés, planchent sur la loi Pacte, notamment. La deuxième chose, c'est que je veux rebondir, avant de lancer sur le partage d'écran, sur la notion de storytelling, qui est un mot qui est apparu et qui est précisément une chose contre laquelle je pense qu'il faut qu'on réagisse un petit peu, qui est la nouvelle expression, le dernier avatar de la communication au sens la com. Et de même que hier et encore aujourd'hui, on entend souvent c'est de la com, sous-entendu c'est du pipeau. Quand on dit c'est du storytelling, on sait bien ce que ça veut dire. Et le storytelling paye ce qu'il a enclenché, qu'il a hérité et reproduit de la com, à savoir il s'est affranchi de la vérité. C'est-à-dire dans storytelling, le but, c'est pas true storytelling, c'est story. Il faut juste que ça fasse histoire. Soit vrai ou faux, on s'en tape. Et voilà pourquoi, quand on dit storytelling aujourd'hui, on montre qu'en fait, en creux, on exprime qu'on n'a pas compris le problème. Et c'est là-dessus qu'on a justement travaillé sur la notion de récit, qui est la manière pour nous de rétablir la communication avec les publics, qu'on essaye de ne plus appeler cible. Et donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Et est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il est quelque part? Oui, je vais le trouver. Voilà. Ici, on a notre raison d'être. Ça y est, vous le voyez ou... Tout à fait, c'est bon. Oui, super. C'est un travail qu'on a fait sous la vigoureuse houlette de Nicolas Perdry, qui est dans l'auditoire aujourd'hui. Salut Nicolas, merci d'être là. Et qui dit qu'on veut accélérer la transition. Donc, la transition, Benjamin, c'est bien ça. Et pas en boostant, en stimulant, en appelant à bondir, etc. Mais en aidant à ouvrir les yeux. Donc, ce n'est pas du storytelling, c'est juste revenir au réalisme. Ouvrir les yeux de nos clients sur ce qu'ils valent vraiment. Donc, remettre la vraie valeur dans l'histoire. Donc, on est vraiment, j'allais dire, au cul du camion ou en tout cas très, très chaîné avec le travail sur la raison d'être, qui est un travail réaliste. Et en ouvrant les yeux sur ce qu'on fait et sur ce qu'on vaut, on peut aussi voir qu'on est capable d'être bienfaisant. Que le long terme, ce n'est pas une attitude qui est étrangère à l'être humain. Quand une société investit autant sur l'éducation, quand des parents investissent autant sur l'éducation de leurs enfants, quand
quand deux personnes deviennent amies et avalent des couleuvres pour rester amies toute une vie. Ce n'est pas vrai qu'on est déconnecté du long terme. On est convaincu d'être trop court-termiste, ça c'est vrai. Mais donc, ce qu'on veut, nous, c'est reconnecter, en fait, rétablir la communication d'abord de chacun avec chacun, chaque collectif avec chaque collectif, pour se rendre compte le potentiel qu'il a, en fait. Avec le Covid, c'est ce qu'on vit. On se rend compte qu'on est capable d'appuyer sur le frein et que ça marche. Et donc, voilà, ouvrir les yeux, ça permet de nous reconnecter les uns et les autres et donc de ratterrir, quoi, revenir sur Terre et réparer le monde de nos enfants. Comme on essaye de le faire en les nourrissant bien, en leur donnant de l'éducation, en leur parlant bien, juste on leur scie la branche. Ah, bah, bien sûr qu'on enlève la scie quand on ouvre les yeux. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on met en dernier lieu sur, sans complaisance ni faux semblant, et ça tombe sur quelque chose de joyeux. Ce n'est pas pour vous parler de ça, mais de sa mise en musique dans le récit que je suis là ce matin. Et donc, si je vais sur la slide suivante, ce que je vais essayer de faire. Voilà. On a aujourd'hui plus qu'hier un devoir de transparence. C'est quelque chose qui semble comme une évidence. Ça fait des décennies qu'on voit que ça rate, que ça rate, que ça rate. Si on prend le rapport de Rome, c'est 50 ans. Et ça monte lentement, mais les chiffres sont clairs. Les Français ne font pas assez confiance aux grandes entreprises pour que ça marche bien, a fortiori sur le plan écologique. Et on a une évolution entre 2004 et aujourd'hui, d'effondrement de la confiance dans les messages des grandes marques, des grands émetteurs. On préfère croire son cousin, son copain, son voisin, qu'un émetteur institutionnel, une organisation. Pour aller vite, cette page dit qu'il y a une quantité de leviers sur lesquels agir pour gagner la confiance. Et pour dézoomer un peu, si on peut dire dans ce contexte, à ta santé Thomas, on a un bouquin qui est sorti qui résume pas mal de choses dont vous avez sans doute entendu parler, qui est Sapiens. Mais je dis qu'il résume, et il les résume avec talent, parce que ce qui manque dans la communication et que désigne Sapiens, c'est cette capacité d'imagination presque pathologique qui fait que quand on est dans une situation, paf, on pense à autre chose. C'est une maladie qu'on a. On se projette. Et c'est quelque chose qui a été évoqué par les plus grands anthropologues, sociologues, sans exception. C'est la notion de récit. Et comment faire? Ce levier si puissant, parce que c'est ce que dit le bouquin Sapiens, c'est qu'à un moment, il y a 70 000 ans, on voit que l'Homo sapiens commence à se la raconter. Il commence à se la péter. Et là, tous les travaux archéologiques, quand on travaille sur le pollen, sur les glaces, etc., ça converge. Il se passe des trucs qui ne s'étaient pas passés avant. Et des trucs destructeurs. Et donc, nous, comment utiliser ce pouvoir formidable de représentation, mais de façon positive et pour les entreprises. Et c'est là-dessus qu'on a été aidé par Nature Humaine et plein de clients qui ont accepté de tenter l'expérience, et par l'équipe et les gens hors de l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on a l'impression de découvrir seulement, qu'on a signé dans un petit manuel qu'on pourra partager avec ceux qui nous le demanderont. Et ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans, c'est que pourquoi le récit collectif est si puissant, c'est ce qui nous permet de faire partie du collectif. Et comme on n'a pas des grandes griffes et des grandes dents, sans collectif, on est un petit peu à poil. Et on a donc cette notion de collectif, elle est cruciale pour l'humain. Et on a tous entendu parler des neurones miroirs, des cellules miroirs, qui fait que quand quelqu'un sent quelque chose, nous aussi on le sent comme si c'était vraiment nous, à une échelle atténuée. Et cette empathie, en fait, elle est à la source notamment du succès des séries, qui fait qu'on s'identifie à un héros et qu'un soir, on vient chez soi, on se dit « je vais mater un épisode » et puis à 5 heures du mat', on a maté la saison. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que le héros, ce n'est pas le cliché qu'on croit en fait. Le héros, c'est quelqu'un qui a des failles en fait. Et c'est pour ça qu'on regarde. C'est parce qu'on sait bien qu'on en a aussi des failles. Et lesquelles? Béantes. Et donc, ça nous passionne de voir comment quelqu'un qui a des failles béantes
caché sous une cape héroïque, s'en sort. Et on est capable de se priver de sommeil toute une nuit pour ça. Parce que ça nous parle de nous. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit petit à petit qu'on se sépare de cette espèce de train fou de la communication qui dit on est fort, on n'est pas cher, on est le meilleur du monde, etc. On est number one. Voilà. Donc, voilà, cette notion d'empathie qui nous fascine, elle est dangereuse aussi. Et là, on fait référence à quelqu'un qui s'appelle Jacques Fradin, dont on s'est beaucoup nourri de son travail, pas de lui, et qui est un neuroscientifique qui dirige l'IME, l'Institut de médecine environnementale. Si vous allez sur ce mot-clé, vous trouverez des choses passionnantes. Il dit attention, parce que quand on regarde une fiction, quand on écoute une fiction, notre cerveau se met dans des ondes qui s'apparentent à un niveau d'activité qui s'apparente à ce qu'il a dans les rêves. Ça veut dire qu'on se sert de l'histoire pour ranger, reconfigurer toutes les infos dont on a été bombardé dans, entre guillemets, la vraie vie. Et il se passe plein de trucs en nous qui rangent la chambre. Et quand on sort de l'histoire, on se réveille. Et donc, ce que dit cette slide, c'est attention, il y a un risque de manipulation. C'est tellement puissant que le risque de la com, qui était pipeau, c'est de pipoter puissamment. Donc, ça accentue la responsabilité. Non seulement il faut rétablir la communication, mais il faut la rétablir avec vraiment de la responsabilité. Là où on retombe sur nos pieds, c'est pour ça qu'il y a un petit garçon qui saute, c'est que ce qui fait récit collectif, ce n'est pas écrit par une plume talentueuse. Contrairement aussi au cliché qu'on a. Le héros, il n'est pas parfait et le récit, il n'a pas un auteur. Ce qui fait grand récit, c'est une histoire qui est dans le petit récit qu'on écrit tous, chacun, à l'échelle de notre vie, du matin au soir, quand on se lève avec nos actes quotidiens. Et par conséquent, on ne peut le lire que dans le rétro. C'est-à-dire un truc fait grand récit quand il y a plein de petits récits dans le concret, dans la vie, qui l'ont inscrit dans la réalité. Et donc, on ne peut pas dire « le grand récit, je vais vous le dire, c'est ça ». En fait, les gens s'en emparent quand il est utile à leur vision et à leur compréhension de leurs problèmes et de leurs solutions. Dans tous les cas, il y a deux piliers, on va le voir, et c'est un grand péril et un grand but. Et c'est ça qu'on fait dans notre vie. C'est qu'on fait problème-solution, problème-solution, problème-solution. Mais quand il y a plein de gens qui ont le même petit ou grand ou moyen problème, et dans leur petit récit, hop, ça fait grappe et on se rend compte à un moment, ça catalyse, c'est un récit collectif. Par exemple, l'écologie et plusieurs récits dans l'écologie sont en train de le devenir. La particularité, Sapiens le dit, du récit écologique, c'est que c'est un récit vital qui met en péril non pas l'individu, mais l'espèce. Ça produit plusieurs accélérations. Je te regarde, Benjamin, en me demandant, et Thomas, que je ne vois pas, si je suis à peu près dans les clous en termes horaires. Tu es tellement passionnant, Guillaume, qu'on pourra sortir des clous. Ok, ben on peut prendre plusieurs jours, si vous voulez. Permets-toi. Accélération numéro 1, c'est qu'on est plus long que juste une promesse. Il y a au moins deux choses, le grand péril et le grand but. Et donc, c'est plus un projet, une étoile à laquelle on accroche sa charrue. Et on est délivré de cette publicité mensongère que génère la nécessité de faire une promesse. Tu veux faire une campagne, il faut ta promesse. Et une promesse qui claque, quoi. Ça fait, vraiment, on comprend tout de suite. Là, on est plus sophistiqué. Édouard Morin parle de la simplexité. On arrête de prendre les gens pour des cons. Et on leur explique des choses plus sophistiquées. Par exemple, si mon intervention, je vous disais « faites des récits, faites des récits, faites des récits, faites des récits », vous diriez « il est con ou il nous prend pour un con ?» Et le fait de se dire des choses plus compliquées, c'est agréable pour tout le monde. On va du court vers le long. Le court, fait court coco, c'est une injonction aussi vieille que la pub. Et c'est meurtrier. Pour les gens, c'est un peu court. La troisième accélération numéro 6, c'est mal numéroté. Accélération numéro 3, on l'a dit, on va du rêve, et ça aussi, on l'a tellement entendu, ton message, il faut qu'il fasse rêver, vers le vrai, et on vient d'en parler pour le coup, vers le vital. Accélération numéro 4, c'est un gros changement de pied. Une bonne partie de la valeur
du travail des agences et dans le cas de la raison d'être, ça serait vraiment vrai, ça serait particulièrement vrai, c'est qu'il faut finaliser, peaufiner, il faut que ça tombe parfait, soit léché. Les bons mots avec la bonne image. Et le travail de raison d'être, c'est bien ça, c'est de raffiner, vraiment d'arriver à la substantifique moelle. Nous, ce qu'on propose en combinaison avec la raison d'être, c'est de faire quelque chose qui soit moins par cœur. C'est bien que la raison d'être soit calée. Et tout ce qu'on a dit avant sur les 3 accélérations précédentes, ça se prête bien à la raison d'être, qui est moins simpliste qu'une promesse pub. C'est moins court, ça fait moins rêver, il y a plus de choses dedans. Et par contre, là où le récit est intéressant, c'est que comme le grand récit, c'est que comme le récit collectif, c'est les gens qui le disent. Et quand on se parle dans la vie, si par exemple vous voulez me parler même si vous voulez me parler d'une campagne pub que vous avez vue, vous n'allez pas me montrer l'annonce sans rien dire. Vous n'allez pas répéter le spot radio comme si vous n'avez rien à dire. Vous le retraduisez avec vos mots. Eh bien, la même chose. Pour que ça fasse récit collectif, il faut que chaque individu le dise à sa manière. Ça veut dire que gravé dans le marbre, non. Et c'est un lâchage de contrôle formidable, surtout à l'issue de la raison d'être, où on a tellement voulu cadrer les choses. C'est un lâchage de contrôle formidable pour que chacun se sente autorisé à le dire avec ses mots. Là où c'est intéressant aussi, c'est que puisque comme le récit collectif, ça appartient au collectif et donc à chacun, la raison d'être, elle va être réexprimée en fonction de l'évolution de l'actualité, des actualités qui succèdent. Et on parlait de comment faire pour en déduire des projets et embarquer des gens. C'est comme ça qu'on va faire. C'est que le récit va permettre à la raison d'être de muer. C'est le même animal, mais il prend des peaux différentes sans arrêt. L'accélération suivante, c'est qu'une fois qu'on a posé ces grands enjeux, grand péril, grand but, qu'on a cassé l'espèce d'héroïsme cliché où tout est beau, enfin, on est la meilleure solution pour votre vie, appuyez sur le bouton et achetez-nous. On rentre dans cette empathie, dans une relation humaine. Et si la marque descend de son piédestal, elle peut feuilletonner en racontant toutes les embûches qu'elle connaît. On retombe sur cette différence entre projet et promesse. Quand on chute, quand on se rate, quand on se gaufre, c'est intéressant pour le consommateur citoyen. C'est intéressant à 2 titres. Il peut comprendre et 2, il nous sent plus proches. Et donc, ça, c'est un risque avec la raison d'être. On a fait une sorte de piédestal pour en descendre. Et dire, voilà, on a toujours notre socle, notre raison d'être. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on en bave? Le point de vue suivant, c'est le fait qu'on n'est du coup pas vers quelque chose de produit, déclaré du haut de la tour d'ivoire des communicants et des stratèges, mais vers le coproduit. Vous l'avez un peu deviné. On le dit beaucoup, c'est très vite dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Dans le cas de la communication, ça suppose, et c'est une des choses pour lequel je trouve qu'on a le plus de mérite chez CDS, qui a été un effort collectif général, c'est accepter de dire que les gens qui sont présumés incompétents, qui sont nos publics, qui ne sont pas créatifs, qui ne sont pas stratèges, en fait, ils savent mieux dire que nous. Et quand on y réfléchit, c'est logique, puisque nous, on a pété la communication. On a fait la com, qui est l'incommunication, en fait. Donc voilà, dans nos process de travail du récit, les mots, les allégories et ensuite les choix entre les pistes conceptuelles ne sont pas faits par nous. Ce n'est pas nous les créatifs, c'est les publics. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est vite dit, c'est plus lent à faire, ça fout le vertige. Notamment, on se dit pourquoi on est payé, mais qu'est-ce que c'est puissant. Voilà les présumés incompétents, c'est-à-dire c'est tous ces gens qui pensent qu'ils ne sont pas communicants. Souvent, on entend ce mot-là, ah oui, mais moi, je ne suis pas communicant, ou communicant, c'est un métier. Mais c'est faux. Si communicant, c'était un métier, comment la vie serait allée? Est-ce que les bactéries qui ont dû communiquer entre elles, elles ont fait l'ISCOM? Donc, ou sub de pub. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment une accélération puissante et on arrive sur
cette espèce de comparatif entre ce que le grand récit est et n'est pas. Ce n'est pas produit par des communicants, mais c'est coproduit avec des non-communicants. Ce n'est pas une promesse immédiate, c'est un projet dans la durée. Ce n'est pas du storytelling magique, c'est vrai, vérifiable, proportionnel et vital. Et là, on fait écho aux règles de l'ARP sur la déontologie des messages publicitaires. C'est non pas autocentré, et ça, c'est un autre tic de mon métier, de notre métier, c'est alors, c'est quoi l'ADN? Ah bah si ton message colle à l'ADN, c'est bon, tu as ta campagne. C'est faux, parce qu'un ADN, c'est joli, mais si ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est inspiré de la vie des gens qui sont les vrais héros en fait, du récit collectif. C'est figé, ça n'est pas figé une fois écrit et gravé dans le marbre, mais c'est évolutif en permanence, une vraie révolution. Et ce n'est pas un message one-shot avec alors cette année, on fait quelle campagne? Mais c'est laborieux comme une intrigue. J'ai le bonheur de vivre avec une scénariste et effectivement, c'est laborieux. Mais quand on comprend, quand on trouve le passage d'un épisode vers un autre, qu'est-ce que les neurones miroirs vibrent et quelle énergie on sent. Voilà, c'est mis en quelques slides. Le pitch, c'est en fait le grand récit, c'est l'intrigue. Par exemple, pour Engrenage, c'est la vie d'un commissariat, un meurtre par saison. Et puis, les héros, dans le cas d'Engrenage, ça va être Laure Berthaud, Gilou, etc. Pour ceux qui connaissent, je suis biaisé, c'est le dernier dossier sur lequel a travaillé ma femme. Mais dans une entreprise, ça va être des équipes projets. C'est-à-dire que l'intrigue à gauche, c'est le grand récit, c'est une formulation un peu épique, en tout cas narrative de la raison d'être, avec les risques de se mentir, de se rater, d'aller trop lentement, etc. Et les héros, c'est les équipes projets. C'est les sous-collectifs. Il y a l'innovation, il y a le marketing, etc. Et chaque héros, dans les épisodes, il va vivre ses aventures à lui. Et ils vont tous vivre des trucs ensemble. Ça va se répondre. Oh, on a été sauvés par l'innovation. Oh la vache, le commercial, ils nous ont appris un truc, etc. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a au départ un travail sur le pitch. Ça, c'est un exemple sur la SNCF qui en avait bien besoin, qui en a encore besoin, mais c'était il y a 3 ans, lors de la dernière grève. On voit bien que de session en session, puisqu'on multiplie les sessions de production collective, il y avait plusieurs, en bas du schéma, on a les titres des récits. On voit qu'il y en a qui ont décroché tout de suite. On voit qu'il y en a qui ont tenu un peu, qui ont décroché ensuite, qu'il y avait des finalistes. Et on voit que le finaliste, à chaque fois, on soumet un tir de barrage volontairement avant de choisir plutôt qu'après avoir choisi le mauvais. Et il a vraiment résisté à un tir de barrage monstrueux. On a en aval, pour raconter les petits récits des équipes projets, des cartes questions qui permettent aux gens, simplement en répondant à des questions, d'écrire leur part de la saga. Et d'épisode en épisode, voilà comment se travaille les épisodes. Je ne spoil rien puisque c'est la saison précédente d'Engrenage, mais voilà comment on voit que chaque personnage a sa ligne dans les différents épisodes avec leurs interactions entre eux. Okay, on a quelques témoignages de clients qui disent à quel point ça a été intéressant pour eux, ça leur a permis de dire en fait. Guerlain est un exemple intéressant, un petit peu à l'envers sans doute, quoique, au sens où Guerlain n'a pas commencé par sa raison d'être, mais par son grand récit. Alors qu'avant, luxe et durable, pour eux, c'est pas facile, puisque quand même, durable, c'est la pollution, quoi. Il faut se priver, essentiellement, c'est ce qu'on dit. Et le luxe, c'est plutôt un petit peu se faire plaisir, quoi. Et c'est nimbé de rêves. Et donc, comment réconcilier les deux? Et puis, quand on a trouvé ça, hop, ils ont su en parler. Et derrière, tout le monde chez Guerlain a voulu s'approprier. Après ça, Guerlain a fait sa raison d'être. C'est intéressant parce que Nestlé aussi, donc Herta, lors de la rhétorique qui est citée là, ça a été l'inverse. Nestlé a sa raison d'être. Et ce qu'on a vu, c'est que nous, notre travail de grand récit, ça les a aidés à exprimer leur raison d'être branche par branche. BU par BU, voilà, division par division. Donc, actuellement, on travaille sur la nutrition infantile, on a travaillé sur le chocolat, on a travaillé sur Herta, etc. Voilà, on peut avancer. Le récit embarque qui donne envie. La raison d'être donne du sens et le récit donne envie, on va dire. Ça transforme un plan stratégique en aventure.
les collaborateurs deviennent un peu plus des acteurs, pas seulement des acteurs, des auteurs aussi. Il y a toujours du risque, ça fait peur. Et là, on utilise la peur en disant oula, 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 on y va, on y va, on y va. Vive les embûches comme des péripéties. On a eu peur et on avait raison d'avoir peur. On s'est croûté. Eh ben, c'est normal. Et comment on se relève, etc. Et puis, voilà, tout ça, ça donne la matière pour du sens dans la durée. Donc, des épisodes, des saisons. Et donc, cette espèce d'empathie qui fait qu'on reçoit un message, comme on lit un épisode, et puis on va avoir envie de voir les suivants. C'est quoi l'aventure de la raison d'être? Voilà. Est-ce que j'ai été bon dans les temps? J'ai fait pas du tout. Tu as été très bon, sauf dans le temps, mais mais on était parti avec du retard et on a un peu traîné, mais c'est tellement passionnant qu'il n'y a pas de souci. Merci. On va peut-être enchaîner avec Thomas et puis répondre aux questions après, si tu le veux bien, commencer à accorder des temps supplémentaires. Et comme ça, Thomas peut prendre la main. Tu as besoin de partager ton écran? Ouais, tout à fait. Merci Benjamin. Bon, je vais me lancer un défi qui va être de tenter de faire des liens avec ce qu'a présenté Morgane, ce qu'a présenté Guillaume, et puis aussi des questions que j'ai vues passer sur lesquelles je pense pouvoir apporter un peu de matière. Et le challenge, c'est de réussir à faire tout ça en 15 minutes. Donc, c'est pas une mince affaire, mais on va quand même s'y atteler. Donc, je partage tout de suite avec vous ma petite présentation du jour. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Et qu'est-ce qu'elle est belle! C'est bon, ça marche. Voilà, donc je me suis vraiment mis dans la situation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous raconter le récit, ou plutôt la grande odyssée de Norcis, et essayer de le faire assez rapidement. Et donc, comme je vous le disais, de faire des liens aussi avec ce qui a été dit avant par ce biais. Alors, Norcis, c'est une entreprise qui s'est engagée il y a 20 ans dans une démarche dite de performance globale. Je ne rentrerai pas dans le détail, certains connaissent sans doute déjà, mais l'idée, c'est une implication très opérationnelle, ou une transposition très opérationnelle du développement durable dans l'entreprise. Et c'est ce qui fait que depuis 20 ans, on s'investit sur un certain nombre de sujets qui nous ont amené à un moment de nous dire OK, mais tout ce qu'on fait, notamment en matière d'engagement de RSE, pour quelle finalité? Alors, j'avance et puis tout de suite en quelques mots, Norcis. Donc, Norcis, en fait, on est une société d'ingénierie informatique. On est entre 550 et 600 aujourd'hui. C'est très fluctuant, surtout en ce moment. On est répartis sur 8 sites, 7 en France et un au Maroc qu'on a ouvert il y a une vingtaine d'années, quelques années seulement après la création de l'entreprise. Et notre cœur de métier, c'est la conception sur mesure de logiciels, plateformes web. Et notre cœur de métier, c'est dans la santé. Donc, notre client historique, c'est l'assurance maladie, et un certain nombre de services dont vous bénéficiez au quotidien sont développés chez nous, ou l'application mobile Amélie, par exemple. Et puis, on développe de plus en plus un cœur de métier sur la transition écologique, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer, sans rentrer dans le détail des chiffres, quelques éléments qui font qu'on est aujourd'hui extrêmement convaincus de l'intérêt d'avoir mené une démarche de performance globale depuis déjà bien longtemps, et de la poursuivre en la renforçant par tout le travail autour de la raison d'être. C'est qu'on a tout un tas d'indicateurs qui semblent nous donner raison sur l'intérêt de se lancer, et j'insiste surtout sur des indicateurs économiques. Très souvent, la question, c'est bon, c'est bien sympa la RSE, la raison d'être, mais mon business dans tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Norcis connaît un turnover qui est 2 voire 3 fois moins pour l'année 2019 important que la moyenne de notre secteur d'activité. Qu'on a un taux de croissance qui est plutôt 2 fois supérieur à la moyenne du marché, qu'on a des retours clients qui sont extrêmement bons sur la qualité de nos prestations. Donc, je ne viens pas vous vendre ma popote sociale et environnementale. L'idée, c'est de trouver l'équilibre, et la performance, elle doit être aussi économique pour une entreprise, c'est indéniable. J'insiste là-dessus en démarrage parce que pour la suite de la presse, je vais beaucoup plus me concentrer sur des aspects environnementaux et éthiques qui sont un peu les nouveautés de notre raison d'être. Alors, la performance globale, et je vais aller vite puisque je vous ai déjà expliqué, l'aspect fondamental, c'est la recherche d'un équilibre entre les 3 finalités ou les 3 impacts principaux de l'entreprise, que sont l'impact économique, humain et sociétal, environnemental. Et pour faire vite, c'est
cette démarche qu'on a menée nous amène à avoir aujourd'hui 23 engagements et tout un dispositif interne avec des audits, des séminaires, des outils de pilotage, etc. autour de ça. Et donc, vous voyez, on a 23 engagements, une centaine de principes d'action et puis 200 indicateurs. Et donc, quand je disais précédemment qu'on a 8 agences, sachez que les 8 agences, tous les 2 ans, sont auditées sur les 200 indicateurs pour vérifier qu'elles s'inscrivent bien dans la démarche de performance globale et dans cette recherche d'équilibre entre les 3 finalités. D'autres éléments qui renforcent notre conviction sur l'intérêt de la démarche, c'est Benjamin l'a cité tout à l'heure, mais on fait partie de la même communauté qui s'appelle la communauté des Bicorp. J'y reviendrai sans doute sur le fait que c'est une communauté qui permet notamment de s'intéresser à comment je transpose une démarche d'entreprise à mission en quelque chose de concret, d'opérationnel, et surtout comment mon business model est bien au service de l'intérêt général. Et avant de devenir Bicorp, on avait initié déjà il y a 5-6 ans, je crois, une certification ISO 26000 pour laquelle Norcis est reconnu exemplaire depuis 2-3 cycles, ce qui nous positionne, je crois, dans les 10 meilleurs en France sur le sujet. Bon, c'est pas une finalité en soi, mais c'est juste pour vous dire que je vous présente tout ça avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme parce que les résultats sont là. Alors, pour être plus concret, avant d'aller sur la raison d'être et terminer sur qui est Norcis, voilà nos 23 engagements. Alors, on ne rentrera pas dans le détail, je voulais juste vous montrer une chose, c'est que vous voyez là 5 engagements qui sont des engagements nouveaux qui ont été inscrits dans le socle, ce qu'on appelle le socle culturel, c'est l'ensemble de nos engagements, début 2019, suite à l'intégration de la raison d'être dans nos statuts. Et ça commence à répondre à une des interrogations que j'ai vu passer tout à l'heure, qui était comment on passe de la raison d'être au projet. Déjà, donc, c'est de prendre des engagements très spécifiques en lien avec la raison d'être, qui peuvent être complémentaires de politique RSE, et ça répond à, je crois, une autre question. Comment on capitalise sur un existant. Vous voyez que nous, on avait un existant à travers des engagements qu'on fait évoluer, et ensuite, je vous montrerai des projets très concrets qu'on mène pour respecter ces engagements qu'on prend vis-à-vis de nos différentes parties prenantes. Je vous prie de m'excuser si je vais vite, mais le temps est compté. Alors, tout ça étant dit, quelle est la raison d'être de Norcis ? Alors, j'ai une diapo, mais je voulais vous montrer un petit objet de curiosité qu'on a créé l'année dernière justement pour présenter notre raison d'être, en disant que cette raison d'être, c'est un point de repère, c'est-à-dire qu'on l'a voulu très ambitieuse parce que finalement, ça va nous apporter de la réflexion, de la matière et du travail pour des années et des années. Et ce repère, ce point de repère, il vise à aider Norcis à répondre à 3 grands enjeux de société sur lesquels on considère qu'on a des compétences et des ressources qui peuvent être mises à disposition pour y apporter des réponses. Il y en a un qui est de lutter contre les inégalités et de favoriser la justice sociale. Il y en a un qui porte sur l'inquiétude du respect de l'éthique dans les usages numériques. Et je ne sais pas si certains regardaient Arte hier soir, mais je pense qu'ils voient très bien de quoi on peut parler. Et le troisième, c'est de préserver la biodiversité pour favoriser un épanouissement humain. Et donc, ces 3 grands enjeux nous ont aidés à définir notre raison d'être. Et avant de vous donner la phrase, juste une parenthèse. Dans notre cas, ça peut vous intéresser, Morgane. Nous, on a utilisé la méthode de l'Ikigai qu'on a transposée à l'entreprise. Et donc, l'Ikigai, qui est une méthode de développement personnel très célèbre au Japon, et on a créé une méthodologie pour définir une raison d'être sur ce même principe. Alors, voilà la phrase. La raison d'être de Norcis, bon, je vous la lis parce qu'elle est à l'envers pour vous du coup. Concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces. Donc, notre métier, c'est de concevoir des usages du numérique, le faire efficacement pour nos clients, mais aussi pour qui consomment, par exemple, peu d'énergie, et le faire en ayant une très forte préoccupation humaine et éthique. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça afin de contribuer à une évolution positive du monde. Et cette évolution positive du monde, en fait, ce sont notamment les 3 enjeux que j'ai cités précédemment. Et pour terminer, on présente, et ça je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, comment on cherche à laisser une empreinte à travers des dispositifs et des actions concrètes. Donc ça, c'est dont je vais parler maintenant. Et vous voyez que ça revient au début, puisqu'on appelle ça une carte infinie, et ce n'est pas choisi par hasard, puisque finalement, comme je vous disais, pour nous, la démarche de raison d'être, la définition de la raison d'être et notre démarche d'entreprise à mission, c'est un long chemin. Je vais vous montrer des choses. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut rester très modeste face à tout ça, parce qu'on a beaucoup à faire pour devenir ce que nous souhaitons être à travers cette raison d'être. Ceci étant dit, comme vous l'avez compris, ça ne sort pas de nulle part. On avait déjà un existant assez riche pour le nourrir. Alors, très concrètement, j'ai cité 3 enjeux très structurants auxquels on veut répondre à travers notre raison d'être.
Eh bien, une des premières choses qu'il a fallu faire suite à l'intégration de la raison d'être dans nos statuts, c'est de vérifier que notre gouvernance, elle était bien adaptée pour la faire vivre. Alors, il y a des dispositifs qui existaient déjà. Tout le dispositif autour de la performance globale, notamment pour le pilotage opérationnel de nos agences, qu'on a aligné sur les engagements que je vous ai présentés juste avant, qui est donc ça, ce qui est un super outil au service de l'ancrage de notre démarche. On a une fondation qui existe depuis, je crois, 2001, qui va notamment permettre de compléter les actions de l'entreprise sur la lutte contre un certain nombre d'injustices sociales. On a le réseau Étincelle, qui est une association qu'on a créée pour accompagner des jeunes décrochés dans la co-construction d'un projet entrepreneurial personnel, pour leur donner envie de se relancer dans la vie active, de faire des formations et de recréer le lien avec la société qui a été rompue. Et puis, on a des choses plus nouvelles que j'ai mis d'ailleurs en premier. Ça a été notamment la création du Conseil d'éthique début 2019, qui est un dispositif qui permet à n'importe quel salarié de se faire lanceur d'alerte si jamais, par rapport à la raison d'être, il identifie des choses qui lui semblent complètement dissonantes. Ce conseil d'éthique, il va aussi avoir vocation à produire des travaux comme la définition d'un code interne de l'éthique pour qu'on puisse ancrer une culture chez chacun, qui va aussi, par exemple, apporter des réponses à des saisies donc des salariés. Et récemment, par exemple, ça a été de dire est-ce que le projet que ce client-là, que je ne pourrais pas vous citer aujourd'hui, est compatible avec notre raison d'être, au regard des enjeux auxquels on souhaite répondre. Donc, vous voyez, ça peut très vite aboutir sur des choses hyper structurantes, parce qu'une fois qu'on a dit, par exemple, ce projet-là n'est pas compatible avec les raisons d'être, ça veut dire potentiellement faire évoluer la culture commerciale, et c'est justement ce qu'on va faire, puisqu'on est en train de bosser sur une matrice de préévaluation des risques éthiques pour nos ingénieurs d'affaires, pour qu'ils puissent, dès la prospection ou la co-construction de projets avec des clients, anticiper ces éventuelles problématiques. Et ça vise derrière à faire quoi? À nous permettre d'avoir un rôle d'influenceur auprès de nos clients pour aller vers des projets qui sont à forte valeur ajoutée, si possible sociétale évidemment, en créant de la valeur pour les utilisateurs finaux, en s'inquiétant de l'éthique, en s'inquiétant de l'impact écologique de la solution, etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de dispositifs, de comités internes qui mobilisent des salariés, d'outils de pilotage. Et donc, on a d'ailleurs mis à jour nos outils de pilotage pour en créer un spécifique sur la raison d'être avec des objectifs d'impact qui sont basés sur nos enjeux structurants. Le pilotage opérationnel des agences avec la performance globale, et puis d'autres dispositifs comme la Fondation et le réseau Étincelle qui viennent compléter tout ça pour nous permettre de répondre concrètement aux 3 enjeux. Je vais maintenant aller sur des choses très concrètes. Je ne sais pas si je suis bon dans le timing, ça doit faire une petite dizaine de minutes, donc je ne dois pas être trop mal. Vas-y Thomas, ne te prive pas. Ouais, mais j'essaie quand même de ne pas faire long. Alors, on a un grand projet, par exemple, cette année, qui vise à faire de la R&D métier pour réduire l'empreinte écologique des solutions qu'on crée. Mais ça c'est pas venu de nulle part, c'est pas arrivé tout seul, et surtout, voilà, ça vient compléter tout un tas de travaux qu'on a menés et qu'on continue de mener pour réduire l'empreinte écologique, notamment de notre cœur de métier. Alors déjà, ça a été de créer un outil que je vais vous montrer quelques captures d'écran juste après, qui permet à chaque salarié de connaître ses émissions de carbone, notamment liées avec ses déplacements, puisque dans notre cas, 60% du bilan carbone de l'entreprise, ce sont les déplacements. Donc c'est le levier principal sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc, on a commencé par là dans notre solution interne, et on va bientôt y ajouter les briques énergie, déchets, etc. du bilan carbone, pour permettre à chaque individu de savoir où il en est. Et je peux vous assurer que ça donne envie à des gens d'arrêter la bagnole alors qu'ils ne voulaient pas en entendre parler avant, parce que maintenant, ils voient que c'est 15-20 kg de CO2 à chaque trajet. Ça va permettre aussi de faire du reporting projet auprès de nos clients, et puis évidemment d'avoir un suivi de notre bilan carbone extrêmement précis et en continu, puisque en gros, chaque mois, on pourra avoir une idée de notre bilan carbone agrégé au niveau du groupe. On a un projet qui vise à réduire les émissions de CO2 liées aux moyens de production, donc mutualisation de serveurs, achat d'occasion. Par exemple, je trouve ça assez amusant de partager que depuis le début de l'année, on a acheté 50% de nos équipements informatiques d'occasion. Et quand on se dit que notre métier, c'est de faire de l'informatique, et que nos salariés, qui sont souvent des développeurs, ont évidemment besoin de matériel performant, de dire qu'on arrive quand même à faire à 50% d'achat d'occasion, je trouve que ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles quand on s'en donne les moyens. Ça va aller sur d'autres projets, je ne rentre pas dans le détail, mais qui visent au niveau transverse à réduire notre empreinte.
Et puis un projet qui, là, vise à s'intéresser vraiment à l'éco-conception, donc comment par nos différents métiers, on peut apporter du savoir-faire pour réduire l'empreinte de la solution, dès la définition du projet, le cahier des charges, les fonctionnalités, les technologies qui vont être choisies, etc. Et on va même aller plus loin désormais, c'est qu'en fait, on va avoir une approche cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va partir de l'avant-vente pour aller jusqu'à l'utilisation de la solution, et on va essayer d'intégrer notamment les déplacements et toutes ces autres consommations que j'ai citées précédemment, parce qu'on s'est rendu compte que l'amélioration d'un bout de code, ça pèse que dalle dans le bilan carbone d'une solution, versus tous les déplacements des équipes qui auront dû venir sur site pour développer la solution, versus toutes les photos qui peuvent être envoyées par des utilisateurs derrière, etc. Donc, on essaie vraiment d'avoir une vision globale pour réduire au mieux. Et puis, dernière étape, et vous voyez l'intensité des encarts verts qui réduit, et ça j'insiste parce qu'il y a quand même la grosse mode de la compensation carbone en ce moment. C'est bien de le faire, mais c'est surtout bien de le faire si ça vient en dernier. Donc, en dernier, eh ben, on va faire de la compensation. Donc, on achète des crédits pour protéger des zones forestières primaires et on finance la plantation d'arbres comme de plus en plus d'entreprises aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est le dernier pilier d'une démarche qui vise à réduire l'empreinte écologique. Sinon, moi, j'appelle ça du greenwashing. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, juste pour que vous puissiez matérialiser les choses. Donc là, ce que vous voyez, le premier encart en haut à gauche, en fait, c'est l'outil de reporting historique qu'on utilise pour permettre de voir si les charges qu'on a prévues sont bien les charges réalisées par les équipes sur nos différents projets. Et c'est là-dessus qu'on est en train de greffer tous nos outils de carbone où on va pouvoir avoir un suivi au jour le jour de nos émissions, mois par mois, voir combien d'arbres il faudrait planter pour compenser, etc. Et évidemment, toute une pédagogie après autour de comment je vais réduire mon bilan, quelles actions je peux prendre selon le type de bilan que j'ai, est-ce que c'est plus les déplacements, etc. Donc, c'est très concret et ça, c'est en train de créer du changement. Comme je vous disais, par exemple, le covoiturage ou voilà, les plateformes de covoiturage, ça fait 10 ans qu'on essaye, ça ne prend pas. Le simple fait que de plus en plus de salariés soient sensibles à ces sujets-là, parce qu'on fait beaucoup de démarches en interne pour sensibiliser nos équipes, de plus en plus de gens sont sensibles à ça. Et quand ils voient que leur aller-retour de la maison a coûté 30 kg de CO2 en bagnole, alors que quand ils ont fait un télétravail, bah, ils ont émis 0,25 kg de CO2 sur la journée, ça les fait vraiment réfléchir. Pour rester sur du concret, il y a tout ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise pour évidemment compléter le cœur de métier. Donc, c'est par exemple installer des bornes de recharge électrique. On avait prévu avant le confinement de déployer des vélos à assistance électrique pour permettre aux gens d'expérimenter. On s'est interdit de prendre l'avion pour des vols intérieurs, enfin grosso modo des vols de moins de 6 heures, des trajets qu'on peut faire en moins de 6 heures. Autrement qu'en avion, on s'interdit l'avion. Je ne rentre pas dans le détail, avec une cible qui est de dire fin 2021, chaque salarié, c'est pas plus de 2 tonnes équivalent CO2 par tête. Aujourd'hui, on est à 2,24. Donc, vous voyez, c'est très piloté, quoi. Je parle beaucoup de l'écologie parce que c'est un sujet qui monte beaucoup depuis 2 ans et c'est un sujet qui est beaucoup monté chez nous aussi depuis 3 ans. Historiquement, Norcis était très engagé sur le social. Ça a été une des premières entreprises de France à faire le CV anonyme, à mettre un accord sur les 35 heures, à proposer des RTT. Mais l'écologie était moins prégnante, surtout parce qu'on est un acteur qui est peu exposé. On fait du B2B, on fait du logiciel, donc c'est pas une activité industrielle lourde qui commercialise en B2C. On a peut-être moins d'enjeux que certains des clients que tu as cités tout à l'heure, Guillaume. Mais voilà, en tout cas, c'est très enrichissant en interne. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Et tu parlais, par exemple, Guillaume, de transparence. J'ai aussi noté un mot qui était l'honnêteté. Je pense que ça devient absolument fondamental. Et je vais vous donner un exemple. On a publié pour la première fois un bilan carbone assez détaillé sur notre site internet pour que tous les candidats, salariés ou la société civile puissent le voir. On a évidemment aussi dit, lorsqu'on n'avait pas forcément été suffisamment bon ou que lorsqu'on n'avait pas été suffisamment vite au regard des enjeux. Et moi, je suis très, très fier qu'on ait fait ça. Je pense que ça… Alors, peut-être que tout le monde s'en foutra et que personne ne le regardera, ce document. Mais je pense qu'en tant qu'entreprise qui se veut une entreprise à mission, qui s'engage pour la société, de communiquer avec transparence sur des éléments de ce type, je trouve que c'est une bonne façon de se mettre en ordre de marche. Voilà pour faire quelques liens avec des choses qui ont été évoquées précédemment. J'ai presque terminé. Je voulais aussi vous dire qu'on doit tous être, nous par exemple, on a créé une communauté interne qui a pris une dimension folle.
On est 100, je crois, à avoir involontairement cette communauté pour faire écologie. Et ça marche super bien. Ça donne beaucoup de sens aussi aux équipes, dans leur investissement au quotidien, dans le sens qu'ils trouvent à avoir rejoint notre entreprise ou à y être. Et ça, c'est très, très chouette à observer. Et puis, je termine sur une dernière chose parce que c'est pour qui on fait à la conclusion, parce que j'ai fait 7 ans de conseil RSE avant de rejoindre Norcis et puis on en a souvent parlé avec Benjamin et puis je pense que Morgane, tu l'as même évoqué d'une certaine manière tout à l'heure. Les préoccupations autour du développement durable et de l'RSE, ça fait 20 ans que ça existe. Ma question est, où en sommes-nous aujourd'hui? Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il manque de gens brillants, engagés. Voilà, aujourd'hui, je partage cette conférence avec Benjamin, que j'apprécie beaucoup, qui fait des super trucs chez Ecodev. Je connais moins Sidiez, mais Guillaume, je ne doute pas qu'on aura l'occasion. Et on essaye avec nos tripes d'accompagner des entreprises dans leur transformation. Mais il y a plein de freins. Et en fait, vous pouvez être une entreprise super engagée en RSE, qui a égalité de salaire entre les hommes et les femmes, qui compense son CO2, qui achète responsable, etc., mais qui vend au bout de course des armes ou du Roundup. Et est-ce que cette entreprise engagée en RSE a une contribution positive à la société? La réponse, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour le Roundup, par exemple, c'est franchement compliqué de dire oui. Voilà, pour moi, c'est un changement de paradigme absolument génial. Je suis très enthousiaste parce que depuis 2 ans, je mène ça chez Norcis et j'aurais jamais imaginé tout ce que ça allait susciter, générer, créer chez nous. Et donc, une des dernières nouveautés, on va dire, c'est le fait de beaucoup développer d'activités sur le secteur de la transition écologique en complément de la santé. Et donc, vous voyez que l'ADEME, par exemple, est un des clients qu'on a ouvert l'année dernière et avec lequel on a le plus de projets en cours. Et des projets de R&D communes aussi d'ailleurs, on parlait d'interdépendance, parce que voilà, on est sur de la valeur partagée et on va essayer de développer des outils que l'ADEME pourra rediffuser à ses écosystèmes demain. Et je pense que là, on remplit bien notre mission, on remplit bien notre raison d'être. Et je crois que je m'arrêterai là. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Thomas. Bravo pour ce témoignage. Mais d'ailleurs, ça tombe bien que tu montres le logo de l'ADEME, puisque certains ont peut-être vu l'annonce très récente. Je me demande si c'était pas hier ou avant-hier, dont la baseline est maintenant Agence de la transition écologique. Donc on garde le nom ADEME, mais la baseline a changé. Merci infiniment, Thomas. Je vais repasser la main à l'autre Thomas Chauveau chez nous, qui, je pense, me disputera en off de ne pas avoir cherché à maîtriser le timing. Et comme je vois qu'il y a encore beaucoup de participants, je me dis qu'on a eu certainement raison. Oui. Thomas, tu vas enchaîner les questions-réponses. Oui. Juste avant ça, je vous prie de m'excuser parce que je dois vous quitter pour des raisons personnelles. Je serai demain à 9h avec Pure Projet pour le prochain webinaire sur la transition bas carbone. Mais là, j'ai une contrainte qui fait que je dois vous quitter. Donc, je vous dis bonne fin de journée. Merci à nos intervenants. Merci à nos participants et portez-vous bien. Merci, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Du coup, Bonne journée. On va prendre encore quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées. Donc, je vais les poser dans l'ordre, je crois. Je crois que Thomas, tu y as un petit peu répondu, mais je vais quand même la reposer. Si une politique RSE existe avec un plan d'action existant, faut-il repartir de zéro? Comment intégrer la raison d'être à ce qui a déjà été défini? Je peux apporter un élément de réponse très concret sur ce qu'on a fait chez nous, mais peut-être Guillaume, Morgane, si vous voulez d'abord prendre la parole, vu que je viens de la voir. Morgane? Vas-y, je te continue. Non, je t'en prie. Bon, je vais la prendre alors. En fait, je pense que il faut surtout pas repartir de zéro. La raison d'être, c'est autant quelque chose de représentatif de l'ADN de l'ADN existant d'une entreprise que l'intégration de ce qu'elle veut être demain. En tout cas, nous, c'est vraiment comme ça qu'on a abordé le sujet. Et en fait, on a dans notre méthodologie que je citais autour de l'Ikigai, on a mobilisé différentes équipes. On a mobilisé la direction, donc ça répond aussi un petit peu à la question de la dissonance dans la co-construction de la raison d'être.
parce qu'on est parti de notre ADN, parce qu'on a donné la parole aux salariés en disant quelles sont vos fiertés, quels sont vos irritants, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre boulot, de quoi vous pensez que le monde a le plus besoin, etc. Et bien, finalement, on a pu à la fois capitaliser sur ce qui faisait la fierté des effectifs et ce qui, pour eux, faisait la force de Nursis, mais aussi en appuyant sur notamment les enjeux dont le monde a besoin, définir ce vers quoi nous, on voulait aller et comment notre métier pouvait se mettre au service de ces enjeux. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais je préfère partir sur des choses concrètes pour expliquer comment, à travers de la co-construction, on a évité la dissonance et comment, par ce mécanisme, finalement, on a pu chercher à capitaliser sur notamment ce qu'on appelle notre socle culturel, qui sont nos 23 engagements, parce que réinventer la roue, ça aurait été trop long, et surtout, vu tout ce qu'on avait fait par le passé, ça aurait été franchement douloureux, je pense, pour ceux qui étaient là depuis longtemps dans l'entreprise. Donc voilà comment chez nous, on a cherché à capitaliser, notamment par la méthodologie de co-construction. Merci Thomas. Est-ce que Guillaume ou Morgane voulaient compléter ou je peux poser une autre question? À vous de me dire. Oui, moi, tu veux bien. Tu veux Morgane aussi? Oui, vas-y. Non, j'ai l'impression simplement en une phrase que la raison d'être, comme le récit, comme le grand récit, les récits collectifs, préexistent en fait. Et que donc, commencer une démarche de raison d'être, c'est pas la commencer, c'est la rendre visible. Oui, et pour compléter, normalement, à l'initiative d'une politique RSE, donc au commencement, vous vous posez des questions. La définition d'une politique RSE, ça passe souvent par une phase pour définir les enjeux matériels, les enjeux importants, organiser une concertation avec les parties prenantes. Et donc, toute cette phase-là, si la politique RSE a été bien construite, on doit pouvoir retomber sur ses pattes et rester sur des notions cohérentes. Après, je dirais qu'il y a peut-être une phase d'adaptation de la politique pour se recentrer, replacer des ressources et refaire remonter des enjeux prioritaires qui vont ressortir avec la raison d'être. Mais bien sûr, l'idée, ce n'est pas de repartir de zéro. Pour être très concret et compléter ce que tu dis, Morgane, je pense qu'on peut par exemple citer les cartes de matérialité. Je ne sais pas si beaucoup sont familiers avec ça, mais c'est un exercice important d'une démarche RSE. La carte de matérialité, grosso modo, c'est quels sont mes enjeux et quelle importance ils ont pour mon business et pour mes parties prenantes. Si vous avez fait ce travail-là, par exemple, c'est une super matière sur laquelle capitaliser pour définir, pour travailler sur votre raison d'être en partant des enjeux que vous aurez identifiés. Donc, vous voyez comment on peut vraiment créer des liens. Et puis, évidemment, demain, lorsque vous direz dans votre raison d'être, finalement, le cœur de métier au service de quoi il est mis, tout ce que vous aurez fait en matière de bonnes pratiques, RH, environnementale, etc., ça l'alimentera, cette raison d'être. Donc, il peut vraiment y avoir une continuité entre les deux. Ah, t'es pas d'accord, Guillaume? Ton micro, Guillaume. Si, je suis hyper d'accord, c'était comme ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord, on peut avoir du débat, moi ça me plaît aussi. Non, je sais bien que je n'ai pas le droit. Merci. Une question un peu en lien par rapport à la maîtrise de matérialité, par exemple. Arrive-t-il qu'il y ait des dissonances entre la vision de la direction étendue et les parties prenantes? Et si oui, comment les adresser? Voilà, je pose ça là. Je ne sais pas, peut-être Thomas, est-ce que tu veux compléter par rapport à la... ou Morgane par rapport à la mais c'est bien si tout le monde contribue, allez-y. Hein. Peut-être sur des exemples de grands récits, est-ce que vous avez eu ce genre de cas ou Guillaume? Est-ce que tu as le micro fermé en fait? Est-ce que tu nous as parlé de pas mal d'exemples tout à l'heure? Guillaume, ton micro. Tu peux répéter précisément la question, s'il te plaît, je veux faire attention à l'arrêt. Est-ce qu'il arrive-t-il d'y avoir des dissonances entre la vision de la direction étendue et les parties prenantes? Donc j'imagine que oui. Et si oui, comment les adresser? Oui, je vais répondre. Oui, en fait, il n'arrive pas qu'il n'y en ait pas. Oui, je suis assez d'accord. Et tant mieux. Et sinon, il n'y a pas d'histoire, pas de problème, pas d'histoire. Et donc, on se casse et on va écouter quelqu'un d'autre. Donc oui, non seulement ça, mais nous, on s'est organisé en holacratie avec, qui n'a pas que des avantages, mais qui en a beaucoup. Et au passage,
Jean-Michel God, qui nous a accompagnés, était dans la salle tout à l'heure, et je ne sais pas s'il y a encore. En tout cas, en holacratie, un des axiomes, c'est les tensions sont des ressources. Quand il y a du courant qui passe, c'est bon. Donc voilà, ouais, comment dire, des dissonances, évidemment, et je dirais même qu'elles peuvent devenir un élément de récit. Elles peuvent nourrir un grand péril. Et le grand péril qui est de partir en façon puzzle, que les membres du grand corps social, un peu malades en effet, ne se parlent plus assez. Et nous, c'est notre combat à rétablir la communication. C'est parce qu'il y a besoin de se poser. S'il n'y avait plus qu'un humain sur Terre, il n'y aurait pas de tension entre les humains. Peut-être parce que on va dire, ça, c'est un peu la théorie de dire il en faut et c'est tant mieux. Et je suis d'accord avec toi, mais en pratique, ça peut quand même être une source d'emmerde non négligeable. faut dire les choses. Je pense que pour reprendre ce qu'on disait précédemment, et j'ai l'impression qu'on est collectivement d'accord là-dessus, quand on a mené cette démarche et qui ne peut être que co-construite, si c'est fait avec sincérité, c'est-à-dire si on la co-construit avec sincérité, c'est-à-dire on ne mobilise pas des gens juste pour qu'ils parlent et qu'à la fin on n'écoute pas ce qu'ils ont dit, mais qu'on le fait pour vraiment co-construire, vous créez un climat de bienveillance. Et donc, la défiance qui va naître de tout ça, parce qu'il y en aura effectivement, elle ne sera pas négative, elle sera constructive. Parce qu'une tension, et je vais vous donner un cas super concret chez nous là de ça, ça peut vite poser des problèmes. Alors, on pourrait parler de parties prenantes externes, qui est un sujet sans doute hypersensible dans cette démarche de raison d'être, parce qu'on s'expose d'une certaine manière. Encore une fois, en B2B, je pense qu'on s'expose beaucoup moins qu'en B2C sociétain. Mais en gros, quand on a créé notre conseil d'éthique et qu'on a fait toute notre popote interne finalement pour permettre à chacun de comprendre c'est quoi notre raison d'être. Donc, on est allé dans chaque agence, on a fait des soirées pour raconter l'histoire, le récit, comment on l'a construite, pourquoi c'est ça, quels sont les mots-clés, pourquoi ces mots-là, etc. Il y a eu quelques levées de boucliers. Alors déjà, il y a des salariés qui très vite nous ont saisis pour dire, par exemple, ce projet-là avec ce client-là, j'ai un doute. Et donc, il y a un cas notamment qui nous a pris 6 mois. On a mis 6 mois à instruire le dossier au conseil d'éthique. Donc, vous voyez, c'est pas rien, quoi. On s'est posé plein de questions qu'on ne se serait jamais posées dans notre métier parce qu'il fallait regarder ce que faisait ce client-là. Est-ce qu'il s'inscrivait dans une transition? Est-ce que son secteur d'activité s'inscrivait dans une transition, etc. Pour la faire courte, c'est un acteur qui a une activité assez carbonée, enfin assez intensive en carbone. Et non, ce n'est pas total, puisque souvent c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, c'est une entreprise qui a une activité industrielle et intensive en carbone. Et donc, le salarié nous a dit, puisqu'on veut contribuer à une évolution positive du monde, est-ce que c'est pertinent de bosser avec lui? Parce que là, concrètement, on est en train de l'aider à développer son business qui est émetteur de CO2. C'est hyper compliqué de répondre à ça, mais parce qu'on l'a fait avec sincérité, avec exigence, et que les personnes intéressées, on a cherché à les tenir au courant, il y a eu une bienveillance. Et finalement, d'ailleurs, je peux vous dire que la décision finale, ça a été que l'agence concernée a refusé un marché à 500 000 € alors qu'elle fait 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse imaginer la croissance qu'elle a refusé de faire pour ne pas faire le projet cœur de métier du client en question. Et on a rencontré le client ensemble, et moi, j'y suis allé pour l'amener sur des réflexions de transition écologique. Moi, je pense c'est un des trucs qui m'a rendu le plus fier dans ce qu'on a fait depuis 2 ans, parce que refuser du business, mais le faire avec bienveillance, y compris vis-à-vis du client, en disant on n'est pas Dieu, c'est pas à nous de dire ce que vous faites bien ou pas. Par contre, on peut réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire de bien pour vous et pour la société. Franchement, c'est 1000 fois plus intéressant. Et puis, si nous on le fait pas, de toute façon, il y a notre boîte qui le fera à notre place. Alors, je préfère qu'on essaye de le faire un peu différemment avec eux et de la façon la plus ambitieuse possible d'un point de vue environnemental. Par contre, si on n'est pas d'accord sur des lignes directrices très claires de ce point de vue-là, on n'ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on n'est pas Dieu, donc il faut du dialogue, il faut beaucoup de dialogue. Ce qui me permet de dire, pardon, que les tensions sont des ressources, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Tu es d'accord, Thomas? Pardon? Ce qui me permet de dire que les tensions sont des ressources, ce n'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique en fait. Non, mais voilà, mais je pense qu'il faut vraiment créer ce climat de bienveillance et si on est sincère dans la démarche qu'on mène notamment en interne avec les équipes, il y a quelque chose qui se dégage en termes de puissance de mobilisation que j'avais jamais vu auparavant. Je suis d'accord, je suis pas tout d'accord avec ce qui s'est dit, mais je pense que l'idée, c'est vraiment dans le processus de constitution de la raison d'être, de créer la possibilité d'avoir ces allers-retours, même si justement il y a des dissonances, de pouvoir les identifier, de pouvoir les comprendre, faire des allers-retours
collecter les retours des collaborateurs, revenir, retravailler ça peut-être avec le comité de direction, faire des propositions peut-être, réadapter, permettre à chacun de s'exprimer et puis peut-être laisser parler aussi la démocratie, voir s'il y a possibilité des outils pour faire voter et pour laisser voir ce qui se dégage par le plus grand nombre. Est-ce que d'autres questions, Thomas? J'ai pas mon micro. Oui. Du coup, on va peut-être se garder encore 4 petites minutes pour répondre aux dernières questions. Donc, sous la pression, je vais poser une question. Sous la pression, je rigole. Hein. Guillaume, tu parlais de true storytelling, storytelling vrai. Pour pas dire trop de bêtises, il faut être extrêmement renseigné sur le sujet qu'on présente. Comment vous faites chez CIDIES? On est à chaque fois qu'il le faut en attelage avec un consultant qui a fait ou des consultants qui ont fait des études d'ingénieur qui sont compétents sur la matérialité. Et je ne sais pas si c'est une réponse suffisante, mais c'est effectivement une grande hantise qu'on a de partir en sucette avec les beaux mots et les belles phrases. Jules nous dira si la réponse suffit. Autre question, plus méthodologique. D'un point de vue méthodologique, comment aider l'entreprise à définir des projets permettant de matérialiser cette raison d'être? Je ne sais pas si Morgane, tu as des éléments ou quiconque. Je pense qu'avant les projets, ce sur quoi il faut travailler, ça va être les engagements. Donc, c'est ce que vous a montré Thomas tout à l'heure avec leurs engagements précis, ce qu'on vous a montré avec nos 3 axes d'engagement sur notre raison d'être. Une fois que ces engagements vont être définis, essayer de se fixer des objectifs plus concrets, plus tangibles, chiffrés si possible. Et ensuite, ça va être de réfléchir ensemble, donc possibilité de faire avec un atelier avec les départements concernés, les collaborateurs concernés, pour réfléchir aux projets concrets qui pourraient permettre d'avancer sur ces objectifs, essayer d'évaluer, de faire remonter toutes les idées et de voir ce qui va pouvoir être le plus efficace derrière pour l'atteinte de ces objectifs. Merci. Morgane. Autre question pour Thomas. C'est une question cachée. Thomas, avez-vous constaté un décalage entre la raison d'être de Norcis et les raisons pour lesquelles les easy makers viennent bosser chez vous? Un job honnête pour un salaire honnête dans une boîte sympa et clean. J'y ai répondu en message privé, mais du coup, je vais y répondre de façon orale aussi. Alors, c'est clair que on est en train de rendre encore plus singulière notre culture d'entreprise. Et il est clair que c'est un sujet qu'il faut bien appréhender parce que des personnes qui ne s'identifient pas à ce projet-là, comme il est très marqué, ça peut vite créer un désengagement. Donc, j'ai 2 réponses à ça. C'est depuis 1 an, et c'est absolument flagrant, les candidats nous sollicitent systématiquement pour en savoir plus sur tout ça parce que ça les intéresse beaucoup. Et toutes les dernières, l'année dernière, on a recruté une centaine de personnes. J'en ai pas vu 100, mais j'en ai recroisé pas mal et ils m'ont tous dit qu'ils avaient choisi Norcis pour ça, en grande partie. Donc ça, déjà, c'est un premier élément, notamment parce que sur notre secteur d'activité, je pense qu'on est assez différenciant de ce point de vue-là. Et donc, ça joue évidemment. Après, en termes de culture d'entreprise, c'est sûr qu'il faut quand même beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent parce que entre le salarié qui est en régie chez un client à temps plein dans l'opérationnel projet à qui on parle de contribuer à l'évolution positive du monde, alors que le client, il n'arrête pas de l'emmerder pour pointer au bureau ses horaires de travail, il peut y avoir de très, très gros décalages et c'est ça qui est le plus sensible à gérer, je pense. J'ai pris un exemple concret chez nous, mais je laisserai chacun transposer à sa situation. Et donc, on est en train de faire monter en puissance nos ingénieurs d'affaires à qui on demande déjà de faire du suivi de mission avec les équipes pour qu'ils puissent beaucoup plus intégrer ces notions-là dans les échanges et identifier des points de vigilance si jamais on voit qu'il y a des salariés notamment qui vivent un décalage trop fort entre la raison d'être et leur quotidien. À minima, pour pouvoir échanger avec eux, j'en reviens dialogue et transparence. Je rejoins à fond ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. C'est fondamental, je pense, dans ce type de démarche. Et puis, si possible, prendre des actions pour permettre à un salarié qui se sentirait pas du tout en adhésion avec toute cette démarche d'y trouver son compte malgré tout. Maintenant, on dit souvent dans un collectif, il y a vous savez, c'est l'entreprise libérée, quoi. Il y a un ventre mou de 60%, il y en a 10-15% qui tirent à fond et puis il y en a 10-15% qui rament en arrière. Ça, c'est vrai dans tous les collectifs, dans toutes les entreprises.
tout le monde ne peut pas adhérer de toute façon. Donc, il faut aussi accepter qu'il y ait des salariés qui vivent leur job simplement sans trop vouloir s'engager dans le projet d'entreprise. Hein. On ne peut pas l'imposer en tout cas. Merci. Guillaume, tu as levé la main. Ouais, si je peux réagir en 2 minutes. J'ai fait un faux pas, c'est-à-dire j'ai laissé le mot transparence. C'est un mot dangereux qu'on essaie d'éviter comme cible et exemplarité. C'est un mot très, très prometteur et j'aurais dû mettre plus de transparence. La transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien qui fait obstacle à la vision. Or, ça, c'est une chose qui, selon nous, n'est même pas accessible à l'esprit humain. C'est la clairvoyance totale. Donc, on essaye de remplacer ça plutôt par l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité. C'est donc une autocritique. Et la deuxième chose, c'est que sur ces dissonances senties par les collaborateurs, une piste de travail que je veux partager, c'est qu'on a installé, nous, un dispositif qu'on appelle, qui est en dysfonctionnement aujourd'hui, on doit le réaméliorer, qui s'appelle la déontologie, qui est de dire la déontologie, ce n'est pas pour se faire mal, c'est pour être mieux dans ses pompes. Donc, on va appeler ça la déontologie. Et le procédé qu'on prend, c'est quand il y a un collaborateur qui n'est pas à l'aise, il lève la main sur un dossier et dit « Voilà, j'aimerais qu'on creuse un petit peu cet aspect-là, à quel point c'est plus positif que négatif ou l'inverse. » Pardon. Et donc, ça crée en fait des débats internes, des tensions qui sont des richesses et qui nous permettent de dire voilà, en fait, sur ce client-là, si on ne va pas dans ce sens-là, ça ne va pas. Sur ce client-là, si on fait les choses comme ça, ça devient intéressant. Donc voilà, ça permet d'utiliser la schizophrénie et de la traiter. Merci Guillaume. Donc je pense qu'on va arrêter là parce que le temps tourne. Si jamais vous avez un dernier mot à dire, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont porté intérêt au sujet. Vous avez, je pense, senti chez chacun de nous un certain enthousiasme pour en parler et puis vraiment une conviction forte que c'est quelque chose de très intéressant pour les stratégies de transformation des organisations. Donc, j'espère que chacun y aura trouvé son compte parmi les participants. J'espère aussi. Pour rappel, on vous enverra par mail dans la journée ou d'ici demain, grand maximum, les supports ainsi que les liens pour obtenir les contenus qu'on a évoqués, comme le baromètre RSE, le petit manuel du grand récit. Et moi, je veux rajouter un dernier mot, d'y aller avec gourmandise. Pardon, je peux ? Oui, vas-y. Je veux rajouter comme dernier mot le mot gourmandise. Ce n'est pas de la gourmandise d'aller se jeter dans un mur. Il faut sortir du masochisme. Il faut sortir de la privation. Voilà, gavons-nous d'humanité, quoi. Il faut retrouver juste ça. C'est sous les yeux. Message passé. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les participants. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup, Ecodev, de nous avoir accueillis. Ouais, merci pour l'organisation. Merci, Narcisse. Bravo pour l'action. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut. Bonne journée.